Donc, le sujet du webinaire d'aujourd'hui est donc un sujet qui a trait au Wi-Fi et qui nous parle donc des antennes smart XL. Je vais commencer par rappeler quelques évolutions du marché Wi-Fi qu'on a tous pu constater dans nos métiers. Première constatation, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait connaître il y a quelques années, où le Wi-Fi était une commodité, le Wi-Fi était un confort supplémentaire, aujourd'hui le Wi-Fi est vraiment pour les personnes qui l'utilisent une manière essentielle de se connecter pour pouvoir collaborer de manière plus efficace. On constate de plus en plus en entreprise que la connexion Wi-Fi est privilégiée par rapport à une connexion câblée. Les évolutions d'ici 2017, les études montrent qu'il y aura 5 milliards de personnes et d'entreprises connectées, ce qui va faire à peu près au total 20 milliards d'équipements. Donc on constate bien ici effectivement que le Wi-Fi se généralise dans notre vie quotidienne et dans notre vie professionnelle. Et ce Wi-Fi, on va le retrouver dans l'ensemble des lieux où on va pouvoir se déplacer. On n'est plus cantonné au bureau ou à la maison. On va retrouver du Wi-Fi dans les hôpitaux, dans les restaurants et dans les cafés, dans les entrepôts, de plus en plus dans l'éducation, dans les hôtels bien évidemment, dans les banques et de manière de plus en plus systématique dans les magasins. Un utilisateur consulte en moyenne son téléphone 85 fois par jour, ce qui représente, en moyenne encore une fois, 5 heures de connexion. Donc on voit bien que les réseaux Wi-Fi qui sont installés maintenant sont des réseaux qui sont extrêmement sollicités et à qui on demande d'être très performants. Alors, on va maintenant passer dans le vif du sujet et comparer deux manières d'envisager un planning Wi-Fi. Alors par planning, on entend le fait de dimensionner le réseau Wi-Fi, aussi bien en termes de nombre de bornes que de positionnement des bornes. Il y a deux manières de travailler qui, quelque part, s'opposent. La première manière est de voir la couverture Wi-Fi qu'on veut réaliser et l'autre de prendre en compte plus la capacité. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle le BYOD, c'est-à-dire le fait notamment en entreprise que les personnes utilisent leurs terminaux personnels, se généralise, ce qui entraîne bien évidemment une multiplication des équipements qu'on va retrouver sur les réseaux. Alors c'est aussi bien des équipements personnels qui sont utilisés à des fins professionnelles, mais maintenant il est devenu très classique pour un salarié de venir à son bureau, de se connecter au Wi-Fi avec son PC de l'entreprise et puis de se connecter au réseau Wi-Fi avec son smartphone personnel. Par salarié ou par visiteur, en moyenne, on va trouver 3 équipements. Donc, c'est bien évidemment le smartphone, la tablette et le PC portable. Et on voit une évolution de l'utilisation du Wi-Fi. Avant, on se servait du Wi-Fi principalement pour de la navigation web et pour relever ses emails. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on voit en plus de ces deux utilisations de plus en plus l'utilisation d'applications qui sont extrêmement gourmandes en termes de bande passante et ou qui sont critiques, et notamment tout ce qui est lié à la voix et à la vidéo. Alors, quand on réalise un planning Wi-Fi, quand on pense couverture, quand on réalise un planning Wi-Fi, on va partir du principe qu'un point d'accès, il est installé pour couvrir une certaine surface en Wi-Fi. Donc, on va déterminer le nombre de points d'accès en regardant la surface à couvrir. Alors, on sait que ce qui est limitant dans la relation entre un client et le point d'accès, la plupart du temps, c'est le client qui, pour des raisons, la plupart du temps, d'économie de batterie, a une carte Wi-Fi pas très puissante, notamment les smartphones. Et on considère qu'un client qui va se trouver à plus de 15 mètres d'un point d'accès va avoir des difficultés à obtenir une connexion normale. Donc, on va positionner nos points d'accès de cette manière. En revanche, on va le faire sans prendre en compte le nombre d'utilisateurs qu'on va retrouver dans chaque cellule positionnée, définie par un point d'accès. Et on ne va pas non plus prendre en compte le type d'utilisateur qu'on va trouver. Est-ce que c'est des gens qui vont, par exemple, faire uniquement du
du relevé de mail? Est-ce que c'est des gens qui vont utiliser des applications? Et puis, on ne va pas prendre en compte non plus l'éventuelle augmentation de la densité des utilisateurs qu'on va pouvoir trouver. Et la plupart du temps, dans cette manière de procéder, on ne touche pas à la puissance d'émission des points d'accès, donc sur tous les points d'accès XL, la puissance d'émission radio, c'est quelque chose qu'on peut faire modifier. En règle générale, on laisse les points d'accès au maximum. Alors ça, c'est la manière dont on a tendance à fonctionner lorsqu'on est débutant averti en Wi-Fi. L'autre manière d'envisager la couverture Wi-Fi, l'autre angle de réflexion, c'est de réfléchir sur la capacité. Dans ces cas-là, on va installer les points d'accès à des endroits stratégiques pour qu'ils assurent une couverture Wi-Fi aux bons endroits. Il y a des endroits où on va trouver où le besoin en Wi-Fi va être plus ou moins critique. On va auparavant faire un diagnostic du nombre de clients. Donc, et client, je vous rappelle, c'est un équipement qui se connecte au Wi-Fi. Donc, on va faire un diagnostic du nombre de clients qu'on va trouver sur chaque zone à couvrir. Et ces clients, on va s'interroger sur les applications qu'ils vont pouvoir utiliser. Est-ce qu'ils vont utiliser uniquement de la navigation web? Est-ce qu'ils vont faire du streaming vidéo? Est-ce qu'ils vont se connecter à une application? Et pour tel type d'application, pour chaque type d'application, on va s'interroger sur le besoin en termes de débit. Donc, il est bien évident que pour relever ces emails, on ne va pas avoir les mêmes besoins en termes de débit que quand on fait du streaming HD. Et sur la nécessité de roaming. Alors, le roaming, c'est la capacité de pouvoir quitter une borne numéro 1 d'un réseau pour être accueilli par une borne numéro 2 et de le faire facilement et sans coupure. Alors, toutes nos bornes Wi-Fi XL supportent le roaming, mais il va y avoir des applications pour lesquelles la coupure va être plus ou moins sensible. Si vous êtes en train de charger un site internet, si le temps de latence entre le moment où vous êtes connecté à la borne numéro 1 et le moment où vous êtes connecté à la borne numéro 2 est un peu long, c'est pas grave. Le temps de chargement de la page sera un peu plus long. Il n'y aura pas d'impact sur votre utilisation. En revanche, si vous êtes en train de faire une conversation Skype, par exemple, conversation audio, là, pendant la latence, il y aura une coupure. On va également s'interroger dans cette réflexion sur le type de bande de fréquence qui va être utilisée et ou privilégiée. Est-ce qu'on connaît les clients? Par exemple, si on est dans le cadre de la couverture d'un restaurant en Wi-Fi pour permettre la liaison avec les terminaux de prise de commande de type tablette, qui la plupart du temps sont des équipements qui fonctionnent en 5 GHz, on sait qu'on va privilégier la bande de fréquence du 5 GHz. Et dans cette réflexion-là, on va du coup ne pas oublier d'adapter et donc de réduire éventuellement le niveau de puissance de chaque point d'accès. Quand on a donc cette réflexion capacité, il est important de comprendre les équipements clients et de s'intéresser aux utilisateurs. Donc, on l'a dit, combien d'équipements vais-je retrouver connectés par lieu? Quand on est dans une salle de conférence, une salle de classe, la réception d'hôtel. Quels vont être le type d'équipement et quels sont les OS sur lesquels ils vont fonctionner? Est-ce que ça va être des PC portables? Est-ce que ça va être des smartphones? Quelles sont les exigences des applications? Quelle est la bande de fréquence qui va être utilisée et donc quel est le roaming éventuel dont on va avoir besoin? Ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'on réalise un planning Wi-Fi, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui vont pouvoir venir affecter le fonctionnement de notre réseau Wi-Fi. Alors, il faut savoir que le protocole et la surcharge de paquets diminuent de fait le débit Wi-Fi de 40 à 60%, ce qui fait qu'on a toujours une différence entre le débit max et le débit réel. Autre point très important, la distance et la qualité de signal des équipements qui sont connectés au point d'accès impactent les performances du point d'accès pour l'utilisateur en question, mais également pour l'ensemble des utilisateurs qui sont connectés de manière simultanée à un point d'accès. Plus on va être loin et plus on va avoir une carte radio de faible puissance, plus on va être lent. Et pour schématiser, il faut bien se dire que l'ensemble des clients connectés de manière simultanée vont être
alignés à la même vitesse que le client le plus lent. Ce qui explique que si vous avez par exemple un point d'accès très performant, 5 utilisateurs connectés, 4 qui ont des équipements dernière génération 802.11 AC avec des vitesses extrêmement rapides, si dans le même temps, alors on est en 2,4 GHz et qu'on trouve un client qui a encore une carte radio en G, tout le monde va bénéficier des conditions de connexion du client qui est en G. Donc très important à avoir en tête. Également, ce qu'on appelle le load balancing, donc la répartition de charge, c'est-à-dire la répartition des clients sur les points d'accès. Une mauvaise répartition aura forcément un impact sur la qualité du réseau Wi-Fi. Et il est très important de comprendre une notion et les impératifs d'une notion qu'on appelle le airtime. Alors, le airtime, qu'est-ce que c'est? Là, on va faire un peu de maths. Ça va vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on dimensionne un réseau Wi-Fi. Je prends l'exemple d'une salle de classe. Dans la salle de classe, on a 30 clients. Les clients Wi-Fi sont équipés les utilisateurs ont des clients Wi-Fi qui sont des 1x1 en termes de radio. Et chacun a un besoin de 3 mégabits. Ils font du streaming vidéo. Les clients, en brut, on part du principe qu'ils ont une capacité de 60 mégabits. En réel, on tombe à 30. On va calculer le airtime, qui s'exprime en pourcentage, en divisant le débit nécessaire par le débit réel. Donc ici, par client, le airtime, c'est 3 mégabits, donc nécessaire par client, divisé par 30, donc la capacité réelle, c'est-à-dire 10%. Donc ça va s'exprimer en potentiel de ce que peut produire une borne. Donc le airtime total, c'est assez simple. On prend l'airtime nécessaire par client et on le multiplie par le nombre d'équipements. Donc ici, on a 30 équipements. On avait un airtime qui était de 10%, donc on est à 300%. Donc ça veut dire que lorsqu'on va penser à la capacité d'accueil du réseau Wi-Fi, on devra être à 300%, donc il faudra 3 points d'accès pour assurer la connexion des 30 clients. Alors en fait, il faut toujours prévoir un peu plus large parce qu'un point d'accès ne fonctionne jamais à 100%. Donc en réalité, il en faudra 4. Autre exemple, on prend une salle de conférence. Dans cette salle de conférence, on a 100 personnes qui sont assises, 100 utilisateurs, qui au total comptent 200 équipements, 100 tablettes, 100 PC. Et chaque client a besoin d'1 mégabit. Donc, les PC, on est en termes de carte radio sur du 2x2 avec un débit réel de 150 mégabits. Les tablettes, on est sur du 1x1 avec un débit réel de 30 mégabits. Donc, on fait le calcul. L'airtime par PC, c'est 1 mégabit divisé par 150, le débit réel, ce qui fait 0,66%. L'airtime pour les tablettes, c'est 1 mégabit de nécessaire divisé par 30 mégabits le débit réel, soit 3,33%. Comme on a 100 équipements de chaque, au total pour les PC, on est à 66%, pour les tablettes, 333%. Pour connaître le dimensionnement en termes de points d'accès, on additionne l'airtime PC et l'airtime tablette, on arrive à 399%. Pour les mêmes raisons, on ne devra pas être à 4 AP, il faudra plutôt en positionner 5 ou 6. Donc c'est très important pour comprendre, on peut le faire de manière empirique, mais c'est la réalité mathématique qui permet de définir le nombre de points d'accès dont on va avoir besoin sur une surface. Dans la réalité, avec un point d'accès classique, dans la salle de classe, on a dit qu'on mettait 4 points d'accès. Alors une salle de classe, ça fait en règle générale à peu près 8 mètres sur 12. On va venir positionner nos 4 points d'accès. Ça veut dire qu'on va avoir des points d'accès qui vont être, avoir une distance les uns par rapport aux autres de 3 ou 4 mètres. Dans la salle de conférence, pour avoir une centaine de personnes assises en position de théâtre, on va être sur une salle qui fait 10 par 15. Ça veut dire que les points d'accès, on va être sur des distances de l'ordre de 5 mètres. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on génère, donc on se retrouve avec beaucoup de points d'accès, une forte densité de points d'accès sur des surfaces qui sont relativement faibles, des points d'accès qui sont proches les uns des autres, ce qui va donc générer énormément d'interférences. Et qu'est-ce que vont faire les interférences? Elles vont venir diminuer la capacité des bornes et au final, on n'aura pas un résultat qui sera acceptable. Donc, la solution, ce serait d'avoir des points d'accès qui aient plus de capacité. Et pour faire ça, la solution qu'on vous propose chez XL,
ce sont les antennes smart. Alors, les antennes smart, qu'est-ce que c'est? Alors là, je vous montre l'intérieur, l'envers du décor. Donc, l'intérieur pour vous montrer comment se présente une antenne smart. Le principe d'une antenne smart, c'est d'avoir une transmission radio qui soit ciblée, de manière à augmenter la capacité d'accueil de la borne, d'augmenter le gain de signal pour améliorer la couverture et de rejeter au maximum les interférences pour réduire leur impact. Et le tout, comme chez XL, on a toujours une conscience écolo, de le faire en essayant de consommer le moins d'énergie possible. Donc ici, on est sur un point d'accès avec antenne smart qui possède 3 x 3 antennes 2,4 GHz avec un gain de 4 dBi et 3 x 3 antennes avec 3 flux spatiaux en 5 GHz pour un gain d'antenne jusqu'à 6 dBi. Les antennes smart permettent au point d'accès de customiser le rayonnement qu'ils génèrent pour chacun des clients en analysant les retours. Alors, on parle effectivement d'antenne smart. Une antenne, l'intelligence ne peut pas être dans une antenne parce qu'une antenne, c'est toujours quelque chose de passif. Donc, c'est véritablement le point d'accès qui va analyser les retours qu'il a dans son interaction avec le client. En fonction des retours, la diffusion du signal est dirigée vers le client avec lequel on veut rentrer, avec lequel on veut échanger, et on va essayer au maximum de rejeter les interférences en dehors du rayonnement. Si sur un plan en 2 dimensions, on schématise, on matérialise le rayonnement, on va limiter, essayer de ne pas mettre les sources d'interférences dans le spectre de diffusion et les diriger vers le client. Et à chaque nouvelle modification de l'environnement, un client qui se déplace, un nouveau client, une interférence qui apparaît ou qui disparaît, on recustomise le rayonnement. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? En uplink, les signaux qui sont reçus sont collectés et ils sont traités pour produire le meilleur faisceau pour chaque client connecté, de manière à avoir le gain d'antenne le plus fort possible. En downlink, ça fonctionne différemment. C'est un procédé de transmission depuis le point d'accès et on va sélectionner parmi des schémas préétablis, donc il y en a un peu plus de 700, le schéma de diffusion directionnelle qui est le plus opportun. Et le débit est contrôlé. Et si le client se déplace ou si d'autres interférences apparaissent, comme je vous le disais, on va sélectionner un nouveau schéma d'antenne parmi les 700 qu'on a qui sont prédéfinis. Donc, dans les faits, je vous parlais de matérialiser, voilà comment ça fonctionne. On a notre point d'accès, on a un client, on a une interférence. Il y a donc un scan, la borne émet et analyse les retours de manière à pouvoir sélectionner le meilleur schéma parmi tous ceux qui sont possibles pour donc rejeter les sources d'interférence hors de la zone de diffusion et au maximum favoriser l'association avec le client qu'on souhaite connecter au réseau Wi-Fi. Et ce rayonnement, il est optimisé pour chaque client. Et s'il y a des environnements, des modifications dans l'environnement, si le client se déplace, le processus se renouvelle. Alors, les antennes smart, l'importance, c'est que ce système est uniquement lié au point d'accès et n'est pas tributaire du client. Contrairement à d'autres fonctions qu'on a pu connaître dans des produits grand public, pour ne pas citer le beamforming, là, Smart Antenna va fonctionner avec tous les types de clients, qu'on soit sur des clients récents, qu'on soit sur des clients anciens. Ça va permettre d'augmenter les performances. Alors, soit on va pouvoir augmenter le débit, c'est-à-dire qu'on va rester sur 15, 20, 30 utilisateurs connectés simultanément, mais tout le monde aura une bande passante beaucoup plus importante, ou alors on va augmenter le nombre d'équipements connectés. On va diminuer les interférences parce que le rayonnement n'est plus omnidirectionnel, mais il est dirigé, et ça va permettre d'assurer un signal fort avec les clients et d'avoir un signal Wi-Fi qui est très stable. Alors, on est très heureux parce que ces points d'accès, pour nous, sont les meilleurs points d'accès du marché, et on peut le prouver. Alors, comment est-ce qu'on peut le prouver? En fait, il y a une étude qui a été réalisée par une université en Italie, qui s'appelle l'université de Brescia. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent italien parmi vous, pardonnez mon mauvais accent italien. Mais en tout cas, cette université qui a un département a souhaité comparer des points d'accès qu'on trouve sur le marché. Donc, ils en ont comparé 4. Ils les ont sélectionnés de manière à ce qu'on soit sur des points d'accès qui sont tous 802.11ac et bibande, qui est tous 3 flux spatiaux,
Et ils en ont pris 2 qui avaient des antennes smart et 2 qui avaient des antennes classiques. Et ils ont réalisé 2 types de tests, un test de couverture et un test de gestion des interférences. Donc voici les points d'accès qui ont été testés. Vous voyez que c'est des points d'accès qui sont issus des gammes de concurrents qui sont reconnus sur le marché pour l'expertise Wi-Fi. Donc Aruba et Cisco pour les points d'accès antennes classiques et Ruckus et donc Zixel pour les antennes smart. Donc pour Zixel, c'est le point d'accès WAC 6503 DS qui a été testé. Premier test de couverture, l'objectif, recréer l'installation d'un point d'accès unique dans une pièce de type open space, donc une pièce ouverte. On a positionné autour du point d'accès, que vous voyez en bas à droite en jaune, 10 clients. Et ces 10 clients, on les a mis de telle manière que le signal rencontre des cloisons qui soient faites de différents matériaux. On trouve des murs de briques, on trouve des murs de béton, on trouve des murs uniquement des cloisons. Et on a regardé pour chaque client quel était le débit obtenu en 2.4 et en 5 GHz. Donc, vous pouvez voir ici les 2 tableaux. Premier résultat, ce sont toujours les antennes smart qui offrent un débit plus important que les antennes classiques. Et deuxième conclusion, parmi les antennes smart, donc entre le modèle de Ruckus et le modèle de Zixel, c'est dans la plupart des cas la WAC 6503 DS qui offre le meilleur débit. Et quand on est deuxième, en règle générale, ça se joue à pas grand-chose. Deuxième test, objectif, montrer que ce sont les antennes smart qui permettent de gérer de meilleure manière les interférences. Ce qui est très important dans les environnements qu'on connaît, qui sont la plupart du temps des environnements très pollués en termes d'interférences. Donc, on a mis 2 points d'accès du même constructeur dans le même environnement que tout à l'heure. Et on les a mis sur le même canal. Objectif, c'est que les signaux Wi-Fi se chevauchent. Pour chaque client, pour chaque point d'accès, on a associé 4 clients et on les a mis en rond autour du point d'accès de manière à ce qu'on puisse avoir des résultats qui prennent en compte les différents positionnements par rapport à la borne. On a ensuite fait le même test, mais en poussant au maximum la puissance des bornes, de manière à, de 1, être sûr qu'il n'y ait pas de zone d'ombre et que le chevauchement de signal entre les 2 bornes soit le maximum. Donc là, en gros, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire pour créer le plus d'interférences possible. Et le résultat, donc test numéro 1, test critique, montre qu'aux endroits où le chevauchement est le plus fort, c'est la WAC 6503 DS qui délivre le meilleur débit. Donc, vous la voyez, elle est en bleu. Quels que soient les quatre positions. Et notamment par rapport à Aruba, on est à plus 75% en moyenne. Donc Aruba étant, on va dire, la plupart du temps celui qui arrive, qui a les résultats les plus faibles. Et dans le scénario critique, on voit que la performance est supérieure par rapport au deuxième, qui est Cisco, entre 12 et 28%. Donc encore une fois, c'est la borne Zixel qui obtient les meilleurs résultats. Et même Ruckus, avec son système de smart antenna, n'arrive pas à obtenir les mêmes résultats. Alors, ces antennes smart, vous allez les retrouver chez Zixel sur 2 modèles qui font partie de la série WAC 65000. Qu'est-ce que ça apporte donc? Ça apporte de pouvoir avoir une plus haute densité d'utilisateurs. Là où sur une borne classique, on peut avoir entre 20 et 30 utilisateurs connectés simultanément, on va pouvoir monter éventuellement jusqu'à 100. On va avoir un meilleur débit pour chaque client. Donc pour information, à Taïwan, des tests avaient été faits. Ils avaient réussi à lancer 30 flux vidéo HD simultanément sans coupure. Et puis, on va avoir des connexions plus stables. Ce qui fait que ces bornes, vous allez pouvoir les proposer à des clients bien identifiés. Premier type de client, c'est l'éducation. Donc, c'est à dessein que j'ai pris comme exemple pour vous expliquer le airtime, une salle de classe. Là, le problème, c'est qu'on peut avoir entre guillemets que 30 utilisateurs, mais si ces utilisateurs vont avoir une utilisation homogène et des besoins homogènes en termes de bande passante. Donc, s'il y en a un qui fait de la vidéo, ça veut dire que les 29 autres vont faire de la vidéo aussi. Et donc,
plutôt que de mettre 4 points d'accès classiques comme on l'a vu pour pouvoir répondre aux besoins de bande passante et donc générer des interférences, on va mettre un seul point d'accès antenne smart haute densité qui va permettre d'accueillir l'ensemble des élèves sans générer d'interférences étant donné qu'il est seul. De la même manière pour l'hospitality, donc là vous retrouvez le même exemple que pareil que pour le calcul du airtime. Là on va avoir une haute densité d'utilisateurs qui peuvent aussi avoir une utilisation relativement homogène du Wi-Fi. Et on va être d'autant plus là dans des environnements où le Wi-Fi fait vraiment partie des prérequis pour le choix de tel ou tel hôtel pour organiser une réunion. Donc comme on est dans le cadre d'un service qui est payant, quelque part, mais ça fait partie des services de l'hôtel, l'hôtelier se doit d'assurer un service de qualité. Également, centres commerciaux, aéroports, gares, là, on est sur des utilisateurs qui vont avoir une utilisation très hétérogène du Wi-Fi. On va pouvoir trouver des gens qui regardent un match de foot, par exemple, pendant que d'autres regardent leur mail pour savoir si, dans un centre commercial, ils ont bien leur coupon pour la réduction pour telle ou telle chaîne de magasins. Mais on a beaucoup de gens qu'on va retrouver sur une surface limitée. Les hôpitaux, alors les hôpitaux, c'est un troisième cas de figure, c'est pas par rapport à des besoins forts en bande passante, c'est pas par rapport à une haute densité d'utilisateurs, c'est vraiment pour la gestion des interférences. Les hôpitaux rassemblent un très grand nombre d'équipements qui sont générateurs d'interférences, dont de l'électromagnétique, soit les scanners, les choses comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle il faudra mettre des points d'accès qui vont être capables de gérer ces interférences. Et pour les mêmes raisons, dès qu'on est dans les hypercentres-villes, les centres d'affaires, en gros tous les endroits où quand on lance son explorateur Wi-Fi, on a entre 15 et 20 SSID qui sont proposés. On sait qu'on est dans des endroits extrêmement pollués sur lesquels on va trouver beaucoup d'interférences. Donc on va avoir besoin d'installer ces bornes. Donc, deux modèles, je vous le disais. La WAC 6502DS, donc qui est un point d'accès 802.11 AC, double bande, qui a 2 fois 2 antennes. Et la WAC 6503DS, donc qui est celle qui a été choisie pour la réalisation du test, qui, elle, est un point d'accès 802.11 AC, 3 fois 3 antennes. Alors, WAC 6503DS, on va dire c'est le NEC plus ultra. Dans la plupart des cas, la WAC 6502DS, avec ses 2 fois 2 antennes, aura des performances largement suffisantes pour répondre aux besoins de vos clients. De toute façon, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec votre commercial pour avoir des renseignements supplémentaires pour qu'il puisse vous accompagner dans le choix de ces bornes. Il est bien entendu que l'ensemble des équipes XXL, que ce soit au niveau technique, au niveau commercial, au niveau chef produit, sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Il ne me semble pas avoir vu de pop-up pendant la présentation. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation qui vient d'être faite ? Bon, écoutez, si d'autres vous venez par la suite, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec nous. Je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère vous retrouver bientôt pour nos prochains webinaires, notamment qui seront liés à notre nouvelle offre Nebula, notre offre de gestion Wi-Fi, mais également switch et passerelle dans le cloud. Vous pourrez bien évidemment retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur notre site dans les prochains jours. Et écoutez, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt.